faire une vidéo sur les articles de blog, comment est-ce qu'on rédige un super article de blog, un article de blog qui va générer du trafic et qui va vous générer des clients. C'est vrai que c'est un sujet qui paraît simple, en fait tout le monde peut écrire. Bizarrement, vous avez des boîtes qui vont qui ont un blog avec 450 articles dedans, qui font 1000 visiteurs uniques par mois en référencement naturel, et des fois c'est moins que ça. Et puis vous avez des boîtes comme une petite boîte que je connais bien, qui a 40 articles et qui fait 50 000 visiteurs uniques par mois. Donc il y a bien deux manières de rédiger des articles de blog, une qui apporte du trafic et une autre. Je vais essayer de vous donner quelques tips là-dessus, de vous montrer pourquoi nos articles fonctionnent bien. Vous risquez d'être frustré un peu dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas de recette magique. La plupart des règles que je vais donner sont relativement simples. Le principe de base est simple à comprendre. L'art est difficile, on va dire. Le message, c'est que tout le monde peut le faire. Il y a un mindset à avoir qui est essentiel et qui, à mon avis, est un peu underrated en termes d'impact. Il y a une base stratégique qui va permettre d'atteindre ce genre de résultats. Juste avant d'enchaîner avec la méthodo, je voulais aussi faire un point aussi sur, mais au final, pourquoi est-ce qu'on doit faire des articles de blog ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à avoir du trafic ? Dans le marketing, il y a deux écoles, c'est un peu comme dans la vente d'ailleurs. Il y a ceux qui disent que l'important c'est la conversion, d'autres qui disent l'important c'est le trafic. Globalement, j'ai souvent envie de dire que ceux qui le disent un peu trop fort dans un sens ou dans l'autre, généralement c'est parce qu'ils savent pas faire l'autre, donc ils s'orientent là-dessus. Maintenant, il y a des éléments concrets. Tout est important. Vous pouvez avoir un trafic incroyable, si vous êtes incapable de convertir, eh ben ça fera rien. Mais vous pouvez avoir un potentiel de conversion énorme, vous en saurez jamais rien, parce que s'il n'y a pas de trafic, vous pourrez pas le vérifier. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est que tous ceux qui vont avoir tendance à pousser de l'optimisation, de la conversion, de l'A/B testing ou des choses comme ça, en fait, si à la base, on parle d'un trafic de quelques centaines de visiteurs par mois, vous êtes en train de jeter de l'argent par les fenêtres. C'est un principe fondamental de la data. La data, c'est hyper important, mais on peut faire n'importe quoi avec. Il faut que ce soit statistiquement pertinent. C'est-à-dire que vous n'allez pas revoir toute une stratégie, modifier toute une page, et vous n'allez même pas pouvoir juger de l'efficacité ou non d'un changement si vous avez une base statistique de quelques dizaines de personnes. Ça ne marche pas. Il vous faut un bon millier de visiteurs, et encore. La question n'est pas de savoir combien vous en avez sur tout le site, mais combien vous en avez qui passent sur la page en question. Tant que vous n'avez pas ce retour statistique-là, il est impossible, en fait, d'avoir une réponse claire pour savoir quelle est la meilleure page, quel est le meilleur processus de conversion, des choses comme ça. C'est un procédé qui utilise des données. Les données, pour être valables et pour qu'on puisse en tirer des enseignements statistiques, c'est un des rares trucs qu'il fallait vraiment retenir quand on était à l'école en maths, c'est qu'il faut suffisamment de données pour que l'échantillon soit pertinent. Donc à partir du moment où vous avez beaucoup de trafic et une conversion correcte, là on peut débattre pendant des siècles de qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est moins important. Tant que vous n'avez pas du tout de trafic, la question de l'importance c'est hors sujet en fait. C'est juste faites du trafic, sinon vous ne pourrez rien faire de toute façon. Donc voilà, cette parenthèse étant close, les articles de blog c'est probablement le moyen le plus rentable que vous aurez de générer du trafic. Le référencement naturel ça fonctionne. En France on a des années-lumière de retard en termes de concurrence par rapport aux États-Unis. Nous on a une agence en France et une aux États-Unis. On attaque de la même façon. Je peux vous dire que le SEO aux États-Unis est plus complexe qu'en France. La concurrence est beaucoup plus rude. Faire un excellent article aux États-Unis, le niveau est plus élevé, très clairement. Tout le monde peut le faire. Du moment que vous êtes expert dans votre domaine, a priori, vous arriverez à le faire très très bien. En réalité, même sans être expert, on peut faire de bonnes choses. C'est hyper rentable parce que le référencement naturel, entre guillemets, c'est gratuit. Alors évidemment, je mets des gros guillemets. La réalité, c'est que c'est un métier. Évidemment que vous allez avoir des coûts. Potentiellement, vous allez payer des rédacteurs. Potentiellement, vous allez payer des boîtes comme nous pour vous aider à faire une bonne stratégie qui va avoir le bon potentiel. Mais le coût initial sera peut-être légèrement plus élevé que par exemple de l'Ads. Mais en réalité, l'amortissement se fait tellement vite. L'Ads rend très addict, c'est très facile, vous pouvez tout de suite avoir du trafic alors que vous n'avez pas de contenu. Bon alors après on pourra débattre longtemps de la capacité de conversion de vos ads, mais ça c'est un autre sujet. L'idée simplement c'est que moi j'ai des clients qui arrivent, qui me disent ouais je mets 2000 € d'ads par mois, ça me fait tant de trafic, j'ai 600, 700, 800 de trafic grâce à l'Ads. Sauf qu'en réalité on a travaillé avec lui, on a fait une stratégie de contenu, on a rédigé des articles de blog et pas 400, on a fait, je crois qu'on a dû faire une vingtaine. Cette vingtaine d'articles de blog, en 6 mois, générait déjà 8000 visiteurs par mois. Les chiffres vont encore augmenter. Juste faites le ratio entre ce que va rapporter l'Ads et combien ça aurait coûté en Ads. Alors évidemment, on ne place pas exactement sur les mêmes mots-clés, c'est plus complexe que ça. Mais dans l'idée, une bonne stratégie de contenu, une bonne stratégie de content marketing va générer énormément de trafic. Ce trafic, vous ne le paierez pas, vous ne paierez pas pour chaque personne qui vient, et donc il a un potentiel de scalabilité qui est extrêmement important. Par ailleurs, vous allez
allez travailler de moins en moins pour avoir de plus en plus de résultats. Parce que vos articles vont monter en autorité au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus utiles. Et du coup, en fait, même si vous ralentissez le rythme de production, vous allez continuer à augmenter votre trafic ou à minima le stabiliser. Et du coup, ça deviendra de plus en plus rentable. C'est-à-dire que le ROI, il est potentiellement infini parce que sur la durée de vie de vos articles de blog, qui est de plusieurs années, ils vont payer longtemps, très longtemps. Alors que si demain vous arrêtez votre ads, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Donc c'est vraiment deux choses très différentes. Je dis pas qu'il faut pas faire d'ads, je pense que c'est un bon complément, mais moi en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, le choix il est très très vite fait. D'abord, je mets en place une machine de conversion, une machine inbound efficace avec des super articles, un super trafic, et après je combine ça avec de l'ADS, parce que l'ADS a l'avantage d'être pilotable. J'ai un peu moins de demandes un mois, je mets un peu d'ADS, hop, ça compensé, et j'arrête en fait, parce que le mois d'après ça va aller mieux ou des choses comme ça. C'est le côté pilotable de l'ADS qui est vachement intéressant. Pour vous montrer comment faire un article de blog percutant qui marche bien pour Google et puis pour vos lecteurs, je vais partir d'un exemple, sur notre site. Donc là j'ai tapé plan de communication exemple, on est premier sur Google. C'est une requête qui est pas d'une complexité infinie, on a ici il y a 2900 de volume mensuel, donc c'est correct, c'est un bon exemple. Donc dès le premier écran en fait il y a quelque chose d'important que je voudrais vous transmettre. Un article de blog a en gros 3 grandes parties. On a le header, qu'on pourrait aussi appeler globalement le premier écran. C'est ce que vous voyez au-dessus de la ligne de flottaison. Donc la ligne de flottaison, c'est le bas de votre écran tout simplement. Une fois que vous arrivez sur l'article. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le corps de l'article, où on va dérouler, en fait, nos idées. Donc, effectivement, le footer, on retrouve généralement les autres articles qu'on propose, la newsletter et le footer du site. Globalement, le footer a une importance très relative. Ce qui va être vraiment important, c'est le header et le corps de l'article. Pourquoi le header est important ? Alors, le header est important parce que, globalement, c'est ce qui doit permettre à votre visiteur d'avoir envie de continuer. Il faut leur donner envie. Donc ça, généralement, on le fait via un titre, qui a une promesse claire pour votre lecteur, et une courte introduction pour donner envie de poursuivre la lecture. Il y a 2 choses qui sont très importantes dans ce header. En fait, il y en a même 3. La première, c'est le H1, donc qui est en fait le titre de votre article. Il faut impérativement que dans le H1, il y ait le mot-clé que vous ciblez via cet article. Pour qu'un article génère du trafic, il faut qu'il soit positionné sur un mot-clé qui présente un grand nombre de requêtes. Et si vous voulez avoir une chance d'être référencé sur ce mot-clé, il faut le mettre dans le H1, tout simplement. Globalement, il faut utiliser ce mot-clé un maximum de fois dans les différents niveaux de titre de votre article. Ça, c'est un niveau d'optimisation, on va dire, basique. Vous le trouverez partout. Enfin, ça, c'est vraiment le truc que vous trouvez le plus facilement sur Internet comme conseil. Un deuxième conseil, vous voyez qu'il n'y a pas d'image sur ce header. On n'a pas de photo. Alors ça, c'est un truc, la plupart des thèmes, la plupart des sites web proposent dès l'entête de l'article, dès le header de l'article, une image. Parfois, c'est qu'une image d'ailleurs. Il faut savoir que plus un mot est haut sur une page, plus il est important aux yeux de Google. Une fois qu'on a dit ça, en fait, mettre une image, c'est perdre l'occasion d'être pertinent aux yeux de Google. L'image, c'est un mot pour lui. Enfin, c'est la balise alternative de cette image qui va être prise en compte. Mais c'est tout. Pareil, pour votre lecteur, mettre une belle image, à moins que ce soit un schéma très précis, il y a peu de chances que ce soit très pertinent pour l'aider dans sa requête. Parce qu'à la base, s'il avait une requête, c'est qu'il a un problème, il cherchait à le résoudre. Donc votre photo de banque d'images gratuite, elle a beau être super et pas pixelisée, elle apporte rien. Et par ailleurs, elle a un autre défaut, c'est qu'elle va réduire énormément la performance de votre page. Et je vais pas faire un cours sur le SEO global parce qu'il y a trop de choses à dire, mais globalement, un des piliers, c'est la performance. Plus un site il est rapide, plus il a de chances d'être bien référencé sur Google. Aujourd'hui, c'était essentiellement un facteur indirect qui influençait sur quelque chose qui s'appelle le budget crawl et qui influençait aussi votre capacité à convertir, parce que globalement, passer une seconde de temps de chargement, il n'y a plus personne sur votre site. La prochaine mise à jour de Google devrait renforcer l'impact de la performance en faisant un critère direct. Les images, c'est lourd. Les optimisations les plus simples à mettre en place sur un site web pour améliorer sa performance, c'est d'activer quelque chose qu'on appelle le lazy load, c'est-à-dire que les images ne se chargent qu'une fois qu'on est arrivé à leur niveau en scrollant. Le problème, c'est que du coup, pour les images d'antenne, ça ne fonctionne pas, elles doivent être chargées tout de suite. Et du coup, plus de charge, page plus lente. Donc un header, c'est un bon H1,
c'est pas d'image, c'est une intro, et dans cette intro, vous allez voir qu'ici, nous avons un petit lien. Les liens en intro sont hyper importants pour structurer ce qu'on appelle les cocons sémantiques. Globalement, tous les articles, et je vais y revenir, sont entourés de d'autres articles. Vous devez créer des liens qui sont logiques pour votre lecteur dans sa résolution de problèmes entre ces articles, mais vous créez aussi une hiérarchie pour Google, et en fait, globalement, les articles vers lesquels vous renvoyez dès l'introduction sont considérés comme étant hiérarchiquement supérieurs à l'article en question, et les articles que vous citez en corps de texte sont de rang égal ou inférieur. Ça permet de distribuer du jus SEO, c'est-à-dire un petit peu d'autorité à l'article supérieur, et cet article supérieur aura plus de poids parce que beaucoup d'articles lui sont hiérarchiquement inférieurs et lui envoient. Je schématise, là encore, c'est très technique, mais l'idée c'est que pensez à associer vos articles les uns avec les autres, et si vous en avez un article particulièrement pertinent et qui englobe beaucoup de problématiques, ça peut être intéressant de retrouver un lien dans tous les autres articles un petit peu plus précis dans son introduction. Ensuite, le corps de l'article. Le corps de l'article, il est constitué des balises titres intermédiaires, donc des grands titres qui sont des H2, des titres intermédiaires qui sont des H3, on peut aller jusqu'au H4, H5, etc. Vous avez votre texte, et vous avez des vidéos ou des images. Alors là-dessus, la règle, elle est hyper simple. Un article doit être bien structuré. Si vous voulez faire un super article de blog, la première chose à faire, c'est de faire un plan. Et soyez scolaire. Faites un plan équilibré, 2 grandes parties, 3 sous-parties, 3 grandes parties avec 2 sous-parties, comme vous voulez, mais faites un plan qui est équilibré et qui traite du sujet dans son ensemble. Chaque niveau de titre est l'occasion de repositionner vos mots-clés cibles. Entre le H1 et les 3 titres-là, vous avez compris qu'a priori, on voudrait être présent sur plan de communication. Aujourd'hui, sur plan de communication, on est premier ou deuxième. Sur plan de communication exemple, on est premier. C'est important. Alors, faut pas faire du bourrage de mots-clés, mais les titres sont généralement assez indiqués comme emplacement pour mettre votre mot-clé, sachant qu'en plus, tout ce qui est dans une balise titre a plus d'importance que ce qui est dans une balise paragraphe. Faites-les courts, pas plus de 300 mots. Si vous avez plus de 300 mots dans un paragraphe, entre 2 niveaux de titre, probablement que vous pourriez soit être plus synthétique, soit scinder la partie en plusieurs et avoir un sous-titre. Vous pouvez aussi mettre des expressions en gras. Les expressions en gras sont censées avoir plus d'importance pour Google. C'est un critère qui est relativement secondaire, ça n'a pas un énorme poids, mais ça peut être intéressant. Et par contre, faites attention, si vous mettez trop de balises en gras, aucune ne seront prises en compte. Pensez à vos révisions quand vous étiez à l'université, que vous surlignez un bouquin ou un cours. Si vous surlignez tout, il n'y a plus rien qui est important. C'est exactement le même principe. Donc ne surlignez que quelques expressions clés, si vous voulez en mettre. J'en profite pour dire que insérer tout ce qui est image ou vidéo dans votre article de blog est une très bonne idée. Les images, ça aère, ça a un impact pour le référencement, c'est plus agréable pour votre lecteur, et les vidéos ont un poids encore plus important, ce qu'on appelle du contenu riche, si vous voulez. Par ailleurs, ça augmentera le temps passé sur la page, puisque quelqu'un qui n'a pas envie de lire un article de 12 minutes, voire plus, peut peut-être avoir envie de regarder une vidéo de 3-4 minutes. Bon, en l'occurrence, très mauvais exemple, cette vidéo dure une dizaine de minutes. Et vous déroulez comme ça. Et vous voyez, il y a des images pour alterner, on a fréquemment différents niveaux de titres, et on arrive à un autre point qui est important. Si vous faites un blog, pour générer du trafic, c'est aussi pour générer des leads. Pour générer des leads, vous allez devoir mettre en place ce qu'on appelle des lead magnets. Vous pouvez taper lead magnet, vous trouverez un super article à ce sujet assez rapidement. Mais globalement, c'est un contenu qu'on va pouvoir obtenir en échange d'une adresse email. Ici, nous avons créé un template de plan de communication pour aider nos lecteurs dans la réalisation de leur plan de communication. Il faut insérer des appels à l'action au fur et à mesure de la lecture. Alors, il y a d'autres manières de le faire. Vous avez des call to action réguliers. Pareil, si vous avez une newsletter, plutôt que de laisser tout le temps dans le footer, pensez à le mettre dans le corps de vos articles régulièrement, 1 ou 2 fois dans l'article s'il est long, 30% de scroll à 60% de scroll, un rappel à la newsletter. Ça marche bien, ça augmente le nombre d'inscriptions, c'est pas invasif, ça fonctionne très très bien. Voilà, vous allez pouvoir dérouler, vous avez des niveaux de titres, vous avez des images, vous avez des vidéos, et c'est comme ça qu'on fait un bon article. Je rentre pas dans les détails des mots-clés, de tout ça, parce qu'en fait, c'est surtout important pour vos titres et pour votre stratégie globale. Un article, ce qui va vraiment être clé, en plus de tout ce que je viens de vous dire, qui sont des éléments, on va dire, relativement basiques. Si vous voulez gagner, si vous voulez que votre article fonctionne et génère du trafic, en fait, de base, c'est une question d'état d'esprit. N'écrivez pas un article vite fait en se disant « Ah bah comme ça je l'aurais fait et je vais me positionner dessus ». Non. Même si en France c'est plus facile le SEO qu'aux États-Unis, ça marche déjà plus comme ça. Vous voulez faire du trafic, vous avez identifié une requête qui est intéressante pour vous, vous devez être obsédé à l'idée de sortir le meilleur contenu disponible sur cette question. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas cette ambition-là,
ce sera beaucoup plus compliqué. Les éléments techniques que je vous ai cités, on en fait vite le tour au final. Mais au fond, si vous voulez être premier, il faut être le meilleur. Et ça se décide dès la rédaction. On ne survole pas le problème, on cherche réellement à traiter le problème. Cette vidéo m'oblige aussi à vous donner à avoir un focus très particulier. Globalement, sachez aussi que ce qui va définir le référencement d'un de vos articles, c'est pas uniquement ce qu'il y a sur cette page, mais c'est ce qui l'entoure. Donc votre site, il doit lui aussi être riche. Vous devez avoir traité des sujets qui sont connexes à celui de l'article en question et pouvoir faire des liens entre ces articles. Donc là, c'est un élément de stratégie. C'est plus complexe et il faudrait bien plus d'une vidéo pour ça. Vous pouvez vous regarder ce qu'on fait sur la stratégie de contenu à ce sujet. On a fait un article pour expliquer un petit peu la méthode et ça pourrait vous permettre d'y voir plus clair. Essayez de faire le meilleur article possible et c'est comme ça que vous y arriverez. Aujourd'hui, Google est devenu assez bon, c'est-à-dire que finalement, pour être très bon pour Google, vous pouvez pas être vraiment mauvais pour vos visiteurs. Donc suivre les objectifs de Google, c'est une bonne chose. C'est aussi pour ça que nous, par exemple, sur le référencement naturel, on travaille pas du tout en netlinking. Le netlinking fonctionne, c'est pas une bonne pratique aux yeux de Google, donc un jour peut-être qu'ils trouveront comment griller les entreprises qui l'utilisent, et j'ai pas envie de faire partie de celles qui se feront griller. Accessoirement, le netlinking en tant que tel n'apporte aucune valeur à votre lecteur. C'est purement technique. Vous avez beau avoir 100 backlinks qui pointent vers votre article, ça ne change rien. Faire des articles très complets, c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, vous allez faire le tri. Tout le monde lira pas votre article jusqu'au bout, mais ceux qui prendront 15 minutes pour lire l'intégralité de votre article, je peux vous assurer qu'ils ont un taux d'engagement qui est suffisant pour pouvoir faire quelque chose avec eux. Et quand vous allez avoir, par exemple, avec des outils de marketing automation, une pop-in qui va apparaître quand le lecteur arrive à 80-90% de votre article pour lui proposer de télécharger un super template ou de prendre un rendez-vous pour un audit en lien avec l'article qu'il est en train de lire, les chances que vous le convertissiez sont bien plus élevées. Aujourd'hui, on voit même plus les réseaux sociaux sur la courbe parce qu'on est passé à 50 000 visiteurs uniques par mois, dont à peu près 49 000 via le référencement naturel. Donc voilà, globalement, ça marche très très bien. Ça va vous générer du business, de l'autorité, vous allez pouvoir augmenter vos paniers. Faites-le bien et ça ira très bien pour vous.